Le mystère de l'Égypte antique est sur le point d'être résolu. Des experts annoncent aujourd'hui que des relevés radars effectués dans la chambre funéraire de Toutankhamon ont révélé l'existence de deux pièces cachées susceptibles de contenir des restes humains. Une porte donne accès à un espace resté inexploré depuis des millénaires. À l'intérieur reposent des peintures, des vêtements et des meubles en bois d'une fragilité extrême, susceptibles de se désagréger au contact de l'air. Des experts utilisent des outils et des scanners, car l'ouverture d'un tel lieu pourrait causer des dommages considérables. Certains risques sont d'ordre sanitaire. D'autres concernent la fragilité des œuvres d'art. Ce tombeau, comme vous pouvez le constater, mesure environ 686 mètres carrés. Il abrite la dépouille d'un roi ayant régné sur l'Égypte. Mais que se passerait-il si, derrière cette porte scellée, se cachait quelque chose de bien plus dangereux que la décomposition? Quelque chose que les experts égyptiens craignent d'affronter. Comment le jeune roi est-il devenu le tombeau le plus célèbre du monde? L'histoire commence avec Howard Carter, un archéologue britannique, et George Herbert, le 5e comte de Carvin. En 1917, Carter entreprit des recherches de tombes perdues dans la vallée des Rois, sur la rive ouest du Nil, à Luxor. Après des années de travail et de nombreuses recherches infructueuses, Lord Carvin finança ses recherches. En novembre 1922, Carter paya des ouvriers pour dégager une petite marche enfouie dans le sable du désert. Cette marche menait à un escalier. Cet escalier menait à une porte scellée, marquée de cartes et portant le nom de Toutankhamon. Carter et son équipe pénétrèrent dans le tombeau pièce par pièce. Le site funéraire, plus tard appelé KV62, comportait 4 petites chambres. Petites chambres remplies d'objets. On y a dénombré des milliers d'objets. Parmi les objets découverts figurait un masque en or massif, des meubles, des coffres, des statues, des bijoux et des jarres contenant de la nourriture et des huiles. Chaque objet racontait un épisode de la vie et de la mort de Toutankhamon, un pharaon décédé jeune, vers 1323 avant notre ère. Le tombeau offrit aux chercheurs un aperçu rare de l'organisation d'une sépulture royale sous la 18e dynastie. La découverte ne passa pas inaperçue. Carter prit des notes, des photos minutieuses et attendit l'arrivée de Lord Carnarvon avant de retirer les objets funéraires du roi. Les journaux et magazines du monde entier publièrent l'article. Le déplacement des objets se fit au terme d'une longue et délicate opération de dégagement. Les conservateurs de l'époque durent faire face à de nouveaux problèmes. Le bois fragile et la peinture, scellés depuis des siècles, commencèrent à se dégrader au contact de l'air et de la lumière. Les découvertes de KV62 firent de Toutankhamon un nom familier. Des copies du masque et d'autres objets furent exposés dans les musées et auprès du public. Le musée égyptien du Caire devint le lieu d'exposition de nombreuses pièces. Les chercheurs étudièrent ces objets pour mieux comprendre l'art, la religion et la vie quotidienne de l'Égypte antique. Le tombeau souleva également des questions cruciales quant à la conservation d'objets restés scellés pendant des millénaires. Les techniques de conservation de l'époque ne disposaient pas des outils actuels. Carter et son équipe firent de leur mieux avec les méthodes de leur temps. Plus tard, les équipes sont revenues avec de nouvelles compétences et du matériel neuf. Ce changement de méthode est essentiel à notre récit. Il permet de comprendre pourquoi les experts modernes ne traitent plus toutes les portes scellées de la même manière. Nombre des premiers choix ont démontré les risques liés à la confrontation soudaine de matériaux fragiles avec l'air, la lumière et le toucher. Avec le temps, la nécessité de protéger les peintures, les textiles et les parois des tombeaux est devenue aussi importante que le retrait d'objets précieux. Le tombeau était petit comparé aux mausolées royaux. Les chercheurs pensent aujourd'hui que les ouvriers ont précipité l'inhumation dans un espace réduit. Carter a consigné chaque étape et a engagé des conservateurs pour cataloguer les objets. Le volume des matériaux et la rapidité du dégagement ont suscité l'intérêt du public et des débats universitaires. Lord Carnarvon est décédé quelques mois après la découverte, et sa mort a alimenté une légende. Cette légende a modifié la perception des tombeaux scellés. Mais si l'histoire ne s'arrêtait pas là? Et si sous la peinture elle-même, un autre secret royal se cachait? Scans Theory est l'affirmation concernant la pièce cachée. En 2015, Nicholas Reeves
égyptologue britannique, a publié une analyse qui a suscité un regain d'intérêt pour la chambre funéraire de Toutankhamon. Reeves a étudié des photographies haute résolution et des relevés de surface réalisés par des spécialistes. Il a notamment relevé des lignes inhabituelles et des variations dans les bandes peintes sur les murs. Reeves suggéra que ces marques pourraient indiquer des portes scellées. Il proposa qu'une ou deux pièces feuillées cachées puissent se trouver derrière le plâtre décoré. Reeves nomma une occupante probable d'une telle pièce, la reine Néfertiti, une reine puissante dont le tombeau et le destin restent sujets à étude. Cette découverte a suscité un vif intérêt. Factum RT, une équipe dirigée par Adam Lowe et d'autres groupes, a entrepris de documenter la surface en détail. Ils ont utilisé la photogrammétrie et la numérisation haute résolution pour cartographier chaque pouce carré. Leurs travaux ont permis de produire des images numériques très précises et des modèles tridimensionnels. Ces scans ont permis aux experts d'étudier les murs sans les toucher. Ils ont également révélé l'état de la peinture et du plâtre, fournissant des indices sur l'ancienneté du tombeau. Les autorités égyptiennes chargées des antiquités ont autorisé des tests radars et thermiques. Des équipes japonaises et étrangères ont utilisé un géoradar et l'imagerie thermique pour rechercher d'éventuelles cavités. Les premiers résultats radars ont mis en évidence quelques anomalies. De légères variations de densité derrière la pierre. Les archéologues ont indiqué que ces anomalies nécessitent une étude approfondie. Le radar peut détecter les cavités, mais il peut aussi émettre de faux signaux dus à des fissures, à des remblais ultérieurs ou à la roche d'origine de la carrière. En 2017 et 2018, le ministère égyptien des Antiquités a mené des campagnes de relevés radars à plus grande échelle. Tournons notre attention vers l'Égypte, où des archéologues ont fait une découverte fascinante, le tombeau antique d'un pharaon ou d'un souverain de l'Égypte antique. Le ministère a collaboré avec des équipes étrangères, assistées d'experts locaux. Il a annoncé que des analyses ultérieures n'avaient pas confirmé la présence d'une grande pièce scellée directement derrière la chambre funéraire de Toutankhamon. National Geographic et d'autres médias ont rapporté que les derniers résultats de ce radar n'avaient pas permis de déceler de chambres supplémentaires. Cette annonce a apaisé certaines spéculations, mais pas toutes. Le débat a mis en lumière comment les outils modernes peuvent soulever de nouvelles questions. L'idée de Reeves ne résultait pas de l'ouverture d'une porte, mais d'une étude approfondie des motifs de surface et de nouvelles techniques d'imagerie numérique. Les tests complémentaires ont démontré la prudence indispensable aux experts avant toute intervention concrète. Les données radar et thermiques, à elles seules, ne constituent pas une preuve suffisante. Ce sont des indices qui nécessitent des études plus approfondies, et leur analyse peut s'avérer coûteuse et longue avant de fournir des réponses claires. Factum RT a poursuivi son projet de documentation et de réalisation d'une télécopie. Ce travail vise à limiter l'accès des visiteurs au tombeau original et à préserver les vestiges sur les murs. Cette décision témoigne d'une évolution plus générale en archéologie. Les équipes préfèrent désormais réaliser des relevés et des répliques exactes plutôt que de risquer d'endommager des surfaces fragiles pour accéder à de nouvelles chambres. Les analyses et les tests effectués sont précieux, indépendamment de l'existence d'une pièce cachée, car ils documentent l'état actuel du site en vue d'études ultérieures. Parmi les responsables égyptiens ayant supervisé les tests publics figuraient Mamdou El Damati et d'autres experts du ministère. Des équipes japonaises ont analysé les échos radars et ont averti que la vallée des rois repose sur un socle rocheux complexe. Les signaux radars peuvent se réfléchir sur les excavations de carrières, les petites fissures ou les pierres réutilisées, ce qui rend certaines anomalies difficiles à détecter. L'imagerie thermique peut détecter un mur qui se refroidit ou se réchauffe différemment. Mais une différence de température ne prouve pas l'existence d'une pièce. Zahi Hawass a insisté sur la nécessité de la prudence. Il a précisé que les tests doivent être répétés et vérifiés avant toute découpe ou perçage. Les déclarations publiques et les rapports techniques ont démontré la rigueur dont ferait preuve le ministère. Les numérisations ont permis d'établir un nouveau relevé de la surface du tombeau et ont aidé les conservateurs à planifier la protection des peintures et des enduits. Ces outils ont accru les enjeux.
Ils ont également donné aux experts le temps de concevoir des solutions plus sûres et d'approfondir leurs connaissances, mais toute cette prudence ne cacherait-elle pas quelque chose de plus profond? Une vérité que les experts ne sont pas encore prêts à révéler. Les véritables raisons pour lesquelles les experts disent non. Les experts refusent d'ouvrir les espaces royaux scellés pour des raisons pratiques évidentes. La première concerne les objets et la surface même du tombeau. La peinture repose sur un enduit mince. Le bois, les textiles et la vannerie sont fragilisés après des siècles passés dans un air sec et confiné. L'introduction d'air frais, de lumière et la présence humaine peuvent déclencher des transformations chimiques et physiques. La peinture peut s'écailler, les matières organiques se dessécher et se fissurer. Les sels, autrefois stables, peuvent fondre et se déplacer au gré de faibles variations d'humidité. Une fois amorcée, la transformation d'une surface s'arrête rarement d'elle-même. Les visites touristiques ont déjà mis en évidence la fragilité de ces surfaces. Dans les années 1960 et plus tard, de nombreuses équipes ont ouvert des tombeaux au public. La respiration des visiteurs a fait augmenter l'humidité et la concentration de dioxyde de carbone à l'intérieur des chambres exiguës. Une étude des modifications environnementales dans les petits tombeaux a démontré comment les visiteurs altèrent les microclimats. La poussière, transportée par les changements d'air, se dépose sur les murs peints. De minuscules grains peuvent abîmer la peinture. Les conservateurs d'organismes comme le Getty Conservation Institute et des équipes de spécialistes s'efforcent de réparer ou de ralentir les dégâts causés par des années d'accès du public. Ils limitent ou ferment souvent l'accès aux lieux pour freiner leur progression. Une autre source d'inquiétude concerne les organismes vivants. Les espaces longtemps scellés peuvent abriter des spores de champignons et des bactéries qui se développent lentement dans l'absence de perturbations. Lorsqu'une tombe est ouverte, certains de ces organismes peuvent libérer des spores dans l'air. Plusieurs scientifiques ont pointé du doigt les espèces de la famille des Aspergillus comme un risque probable dans les tombes fermées. Ces champignons peuvent provoquer des problèmes pulmonaires chez les personnes dont le système immunitaire est affaibli. La vieille légende d'une malédiction provient en partie de témoignages de maladies et de décès survenus après les premières fouilles. La science moderne suggère que les spores, la poussière et le manque d'hygiène expliquent de nombreux cas autrefois qualifiés de malédiction. La troisième raison est l'intégrité structurelle. Les tombeaux antiques sont creusés dans des roches taillées il y a des milliers d'années. Certains espaces ont été aménagés dans des zones de travail qui ont été utilisées et réutilisées. Les murs et les toits peuvent présenter des micro-fissures ou des blocs fragiles. Dans la vallée des rois, les marques d'extraction et les pierres réutilisées compliquent l'analyse structurelle. L'ouverture d'une porte étanche peut modifier la répartition des charges ou permettre à l'eau de circuler différemment. Un mur d'apparence solide peut présenter une fissure dissimulée sous le plâtre. L'utilisation d'outils ou un moderne lourd, de perceuses ou d'appareils photo exerce une pression sur la structure et peut entraîner des réparations difficiles à annuler. Des raisons juridiques et politiques constituent un quatrième groupe. Le ministère égyptien des Antiquités et d'autres organismes officiels en contrôlant l'accès. Tout travail nécessite autorisation et supervision. L'Égypte est très attachée à son patrimoine. Les autorités doivent trouver un équilibre entre l'intérêt public, la fierté nationale et la recherche scientifique. Une ouverture précipitée pourrait entraîner des vols ou des dégradations et susciter des conflits politiques. L'expérience de nombreuses fouilles passées a démontré que le spectacle et la médiatisation ne favorisent pas la conservation. Le pillage et le commerce illégal constituent des menaces réelles qui influencent l'action des autorités. Un cinquième facteur tient au choix et à la méthode. L'archéologie moderne privilégie les outils non invasifs et l'étude des spécimens vivants. Le géoradar, l'imagerie thermique, la numérisation haute résolution, la photogrammétrie et d'autres méthodes permettent aux experts d'observer et d'enregistrer ce qui se trouve à la surface et à proximité. Elles permettent également aux équipes de réaliser des modèles numériques précis et des télécopies,
Factum RT et d'autres ont démontré comment une copie haute fidélité peut offrir au public la même expérience visuelle tout en protégeant l'original. Le Getty et d'autres institutions ont piloté des projets de contrôle environnemental visant à limiter l'humidité, la lumière et le nombre de visiteurs. Enfin, la sécurité des personnes est une préoccupation majeure. La faible luminosité, les escaliers étroits, la poussière ancienne et les agents potentiellement toxiques rendent le travail sur le terrain difficile. Les équipes collaborent avec des professionnels de santé, utilisent des masques et des filtres et limitent les temps d'exposition. Si un corps ou des résidus chimiques étaient découverts, les spécialistes auraient besoin de temps pour intervenir en toute sécurité. Par le passé, des efforts de conservation ont parfois utilisé des matériaux qui ont endommagé les objets par la suite. Les anciens adhésifs et vernis ont noirci ou craquelé et sont devenus difficiles à enlever. Ces erreurs nous enseignent une règle. C'est une règle essentielle. Ne jamais précipiter les choses. Une ouverture physique pourrait contraindre les conservateurs à appliquer des solutions rapides, susceptibles de créer de nouveaux problèmes. Les archives numériques et les études approfondies en laboratoire permettent d'éviter cette pression. Les outils futurs permettront d'explorer le monde microscopique sans inciser le plâtre. Le choix de différer une ouverture physique peut préserver les preuves pour de nouvelles méthodes, protéger les œuvres fragiles pour des générations de chercheurs et préserver le patrimoine public. Mais à mesure que la technologie progressait et que la curiosité grandissait, une question hantait chaque chercheur. Qui oserait percer ce que le temps avait scellé? Qu'ont fait les experts? Plusieurs équipes coordonnent les travaux de préservation des tombeaux. Zahi Hawass, archéologue égyptien, milite publiquement pour une étude encadrée et des autorisations rigoureuses. Adam Lowe et son équipe de Factum Art documentent et reproduisent les surfaces avec une précision extrême. Le Getty Conservation Institute apporte son expertise technique et ses recherches sur la gestion de l'humidité, de la lumière et du nombre de visiteurs. Le ministère des Antiquités du Caire supervise les autorisations, la planification et le budget des travaux dans la vallée des rois. Les chercheurs utilisent des outils qui leur permettent d'étudier les tombeaux sans les endommager. Le géoradar, GPR, envoie des ondes radio dans la pierre et analyse les échos. L'imagerie thermique repère les zones d'un mur qui se réchauffent ou se refroidissent différemment au fil du temps. La photogrammétrie utilise de nombreuses photographies pour créer un modèle tridimensionnel détaillé d'une surface. La numérisation laser mesure la forme et la profondeur au millimètre près. La combinaison des résultats offre une vision plus complète de ce qui se trouve près ou derrière un mur. Les conservateurs-restaurateurs travaillent en laboratoire et sur le terrain. Un laboratoire de conservation peut analyser un échantillon de peinture ou de bois pour en déterminer la composition. Les scientifiques utilisent des microscopes et des analyses chimiques pour identifier les pigments, liants ou sels présents. Cela leur permet de planifier la stabilisation d'une surface. Sur le terrain, les conservateurs-restaurateurs nettoient des échantillons, testent des consolidants et réalisent des expériences à petite échelle sur des matériaux de la même époque. Ces travaux de laboratoire sont minutieux et longs. Le temps et la minutie sont essentiels pour la restauration d'objets restés confinés à l'air libre pendant des millénaires. Certaines équipes utilisent l'imagerie non invasive, qui ne nécessite aucun prélèvement d'échantillons. La muontomographie, une méthode plus récente, suit les particules cosmiques traversant la roche et révèle les différences de densité. Cette méthode a permis de découvrir des cavités à l'intérieur des pyramides ces dernières années et se révèle prometteuse pour l'étude des roches profondes ou denses. Bien que lente et exigeant un étalonnage précis, elle a l'avantage d'éviter toute découpe. En combinant les données des muons, du radar, des données thermiques et de la photogrammétrie, les équipes peuvent élaborer un plan fiable. Factum RT a dépassé le stade de la simple numérisation pour créer une réplique de la chambre funéraire de Toutankhamon. Installée près de Luxor, cette réplique permet aux visiteurs d'admirer les peintures. Peintures murales sans pénétrer dans le site original, fragile.
Les musées du Caire exposent de nombreux objets originaux, tandis que la réplique contribue à réduire l'affluence touristique. L'association de cette réplique et d'un accès limité au tombeau permet de limiter les dommages et de poursuivre les travaux de conservation. Ce travail est interdisciplinaire. Archéologues, conservateurs, physiciens, ingénieurs et experts de la santé doivent s'entendre sur les méthodes. Les permis comprennent des plans de sécurité et des calendriers d'essai. Les données sont archivées afin que les équipes futures disposent de dossiers complets lorsque les experts refusent d'ouvrir une porte. Ils suivent souvent un long processus de numérisation, d'analyse en laboratoire et de conservation contrôlée. Le travail peut paraître long, mais l'objectif est clair. Préserver le matériel et les connaissances qu'ils recèlent pour les générations actuelles et futures. Des institutions comme le Musée égyptien du Caire, le British Museum, les universités et les laboratoires privés. Les laboratoires privés partagent des données et forment chaque jour de nouveaux conservateurs. Mais que se passerait-il si, sous toute cette science rigoureuse, se cachait quelque chose d'extraordinaire dont la découverte pourrait changer l'histoire à jamais? Laisser un tombeau scellé peut aussi être une découverte. C'est un choix fait par les experts pour recueillir des informations tout en préservant les éléments fragiles. L'étude à distance et des analyses minutieuses peuvent révéler bien plus qu'une simple inspection rapide. Ces méthodes permettent de documenter l'état, les matériaux et la structure sans exposer les plâtres peints, le bois ou les textiles à des altérations soudaines. Le sarcophage est très orné. Il est recouvert d'or et incrusté de pierres précieuses. Il y a plusieurs couches avant d'atteindre la couche centrale, qui est bien sûr la momie du roi Toutankhamon lui-même. La photogrammétrie permet de créer des modèles tridimensionnels à partir de nombreuses photographies. Des équipes photographient les murs, les sols et les objets sous tous les angles. Un logiciel superpose les images et produit des modèles qui révèlent la texture, la couleur et la forme de la surface. Les chercheurs peuvent utiliser ces modèles pour mesurer les couches de peinture et les petites marques d'outils. La numérisation laser enregistre la forme et la profondeur avec une précision de l'ordre de la fraction de millimètre. Les numérisations permettent de visualiser les fissures, les réparations et l'épaisseur du plâtre sans contact avec la surface. Le géoradar envoie des ondes radio dans la roche et analyse les échos provenant de différentes couches. Ces échos peuvent également révéler des vides, des remplissages différents ou des roches de densité différente. L'imagerie thermique permet de suivre l'évolution de la température d'une surface au fil des heures. Un mur qui se réchauffe ou se refroidit différemment peut indiquer un changement de composition sous-jacent. La muontomographie utilise des particules naturelles provenant de l'atmosphère pour cartographier la densité à l'intérieur de grandes structures rocheuses. Chaque méthode a ses limites. Les équipes combinent plusieurs méthodes pour parvenir à des conclusions plus précises. De petits échantillons de matériaux provenant de flocons tombés, de poussière ou de débris déblayés fournissent au laboratoire des preuves directes. Les scientifiques analysent les pigments pour déterminer les ingrédients minéraux et organiques qui ont constitué la peinture. Des analyses révèlent la présence de liants, de résine et de gomme végétale utilisées par les artistes de l'Antiquité. De minuscules fragments de bois et des fibres textiles permettent d'identifier les essences de bois et les techniques de tissage. La datation au radiocarbone d'échantillons infimes permet d'établir des fourchettes d'âge. Ces tests nécessitent de très petites quantités de matière et n'impliquent pas d'ouvrir des chambres scellées. La microbiologie et la surveillance de l'air protègent les personnes et les objets. Les scientifiques recherchent la présence de spores fongiques et de bactéries à proximité du site et dans le matériel. En cas de présence de spores, les équipes de conservation mettent en place des systèmes de filtration, des tentes de protection et des mesures de manipulation rigoureuses afin d'éviter toute propagation. Le personnel de santé conçoit des protocoles pour les appareils respiratoires, les filtres à air et les limites d'exposition. Cette planification réduit les risques pour les travailleurs et limite la contamination de l'environnement funéraire. Des télécopies et des copies muséales permettent au public d'accéder aux originaux sans les mettre en danger. Factum Arte, sous la direction d'Adam Lowe, a réalisé une copie haute fidélité d'une chambre funéraire, reproduisant les coupes de pinceau et les couleurs. Les visiteurs peuvent admirer la copie tandis que l'original reste sous contrôle.
La copie sert de témoignage visuel et d'espace d'exposition, préservant ainsi l'original fragile du passage fréquent. Des archives détaillées assurent la cohérence de l'ensemble du processus. Les numérisations, les photos, les résultats de laboratoire et les relevés environnementaux sont archivés de façon permanente. Les équipes futures pourront ainsi consulter les numérisations brutes, les modèles traités et les données chimiques. Ces archives permettent de réduire les tests répétitifs et constituent une référence solide pour les nouvelles méthodes. Attendre des outils moins plus performants est une démarche pragmatique. Les méthodes d'imagerie et les prélèvements non invasifs continuent de progresser. De nouveaux instruments permettent d'obtenir davantage de détails avec moins de risques. Si les experts choisissent de reporter une intervention physique, les équipes futures pourront utiliser des outils plus performants et des protocoles plus précis. Toute décision relative à une intervention invasive implique la collaboration de nombreux spécialistes. Archéologues, conservateurs, ingénieurs, physiciens et médecins examinent les risques et les options. Autorisations et plans de sécurité doivent être mis en place avant toute découpe ou forage. Ne pas ouvrir le seau à ce stade permet de préserver les matériaux, de protéger le personnel et de maintenir ouverte la possibilité d'études plus précises ultérieurement. Cette approche prudente a déjà permis de nouvelles découvertes sans risquer d'endommager les surfaces ou les données originales. Même après un siècle, le tombeau de Toutankhamon recèle encore son ultime secret, un mystère enfoui sous la peinture, la pierre et le temps lui-même. Faut-il l'ouvrir et tout risquer ou laisser l'inconnu intact? Dites-nous ce que vous en pensez et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres pans d'histoire méconnus.